Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes là dans une formation sur les SIG. Alors, les SIG, comme les mots l'indiquent, les SIG, c'est le système d'information géographique. Voilà, je suis content que vous soyez tous là à me suivre dans cette formation. Les SIG, c'est un outil très important, un outil aujourd'hui dans plusieurs domaines d'application. On est en train de chercher à utiliser les SIG pour que donc c'est un outil pour ça aide à la décision. Donc les SIG fonctionnent avec des données géographiques et des données alphanumériques. Alors les SIG, c'est un outil vraiment très important ces derniers temps pour plusieurs domaines, comme j'avais dit tantôt, et pour prendre des décisions dans plusieurs domaines, et cet outil aide à la décision. Voilà, moi je m'appelle Bienvenue Alunga, je suis ingénieur agronome, je suis spécialiste en aménagement forestier, je suis environnementaliste, je suis spécialiste en système d'information géographique et télédétection. Et voilà, comme vous voyez, aujourd'hui, nous allons apprendre le SIG. Alors, nous avons réparti notre formation sur la formation sur le SIG. Nous avons réparti notre formation à 4 modules. Voilà, le premier module, c'est aujourd'hui que nous allons avoir le premier module. Le premier module nous parlera beaucoup plus des notions théoriques sur le SIG. Donc, avant que nous puissions manipuler les données, avant que nous puissions travailler, analyser, traiter les données qui sont ici des données géographiques, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'est cet outil, qu'est-ce qu'est le SIG qui peut nous apporter, quelle est l'importance des SIG, et voilà. C'est pour cela aujourd'hui nous allons travailler avec ça. Voilà, la formation avec le SIG, notion de base sur la cartographie numérique. Notre premier module. D'accord. Dans cette formation, sur l'ensemble des 4 modules, il y a des objectifs que nous avons fixés ensemble avec vous. Nous fixerons ces objectifs. Premièrement, d'abord, cette formation nous permettra de connaître les notions fondamentales des SIG, donc la définition, les principales fonctions des SIG et que sais-je encore. Et deuxièmement, cette formation nous permettra de connaître les principes de base plutôt d'un SIG, donc les types de données qu'on utilise dans le SIG, l'organisation des données, comment on peut organiser les données dans le SIG et les bases de données, les systèmes de coordonnées et de projections, comment on peut l'utiliser, type d'objets géographiques, règles topographiques, etc., etc. Alors, dans cette formation, avec nos 4 modules, nous essaierons un peu de produire une carte simple. Voilà. Donc, nous serons capables de produire une carte, mais simple. Donc, c'est ça notre objectif que nous allons fixer. Alors, notre formation aura des contenus. Alors, qu'est-ce qu'un SIG? Premier contenu d'abord, qu'est-ce qu'un SIG? Nous allons parler des SIG et il faut savoir qu'est-ce que le SIG. Nous allons parler des composants d'un SIG, les principales fonctions d'un SIG, les domaines d'application des SIG. Nous avons dit que les SIG s'appliquent dans plusieurs domaines et c'est un outil qui aide à prendre les décisions dans plusieurs domaines. Nous l'avons dit et nous le dirons toujours. Les différents types de données dans les SIG, dans les données raster, des données vecteurs, des données attributs, parce que les SIG travaillent avec des données géographiques et des données alphanumériques. Il faut bien les retenir. L'organisation des données dans les SIG, notion des bases de données, tout ça, les systèmes de coordonnées, des projections, les objets géographiques, gestion des données, analyse spatiale et géotraitement. D'ailleurs, c'est là où nous allons beaucoup plus manipuler. Nous allons manipuler avec des logiciels informatiques, parce que les SIG travaillent avec des logiciels informatiques. D'accord? La valorisation des traitements cartographiques, etc., etc. Sans pour autant tarder, nous allons entamer le but de notre sujet aujourd'hui.
D'abord, qu'est-ce qu'un SIG? Un SIG, c'est un système d'exploitation géographique. Un système d'information géographique plutôt. Un système d'information géographique est un ensemble de composantes interreliées. Donc, vous voyez, nous avons un système. Dans un système, le système, c'est comme un réseau. Et dans ce réseau, il y a des interactions dans ces réseaux. Alors, ces réseaux, ces systèmes d'information nous permettent de recueillir des informations. Mais ces informations sont ici des informations géographiques, donc des informations sur la surface de la Terre. Voilà pourquoi nous pouvons définir ces trois mots. Nous avons le mot système, nous avons le mot information et nous avons le mot géographique. Le mot système, nous l'avons dit tantôt, nous pouvons dire qu'un système, nous le voyons, c'est un réseau, et dans ces réseaux-là, il y a des interactions, tout simplement. Et l'information, nous voyons que c'est l'automatisation, c'est l'informatique. Et géographique, nous voyons toutes les notions basées sur la science qui étudie la surface de la Terre. Donc voilà pourquoi un monsieur London 2001 a défini un système d'information en disant que c'est un ensemble de composantes interreliées qui requièrent de l'information, et cette information, ça la traite, la stocke et la diffuse. Afin de soutenir la prise de décision, comme on avait dit tantôt, c'est un outil qui aide à la prise de décision et le contrôle au sein d'une organisation donnée. Alors, nous allons la différence entre les SIG et les systèmes d'information. Les SIG, c'est des systèmes d'information géographique, comme nous l'avons dit. D'abord, les SIG, c'est un système d'information, parce que ça traite des informations. Il y a des interactions entre les différentes composantes. Alors, quel type d'information que cela traite? Ça traite des informations qui sont géographiques, des informations sur la surface de la Terre. Voilà pourquoi nous pouvons dire que c'est un système d'information géographique qui offre la possibilité de traiter des données géographiques et de procéder à des analyses géospatiales en vue de les visualiser pour assister les gestionnaires dans leur prise de décision. Donc, ces données qui sont sur la surface de la Terre seront géolocalisées, seront géovisualisées, seront géospatialisées, et ces informations seront dans l'ordinateur, et l'ordinateur va traiter toutes ces informations. Voilà pourquoi on dit que c'est un système d'information qui offre la possibilité de traiter des données géographiques et de procéder à des analyses géospatiales en vue de les visualiser pour assister les gestionnaires dans leur prise de décision. Les SIG sont ici des systèmes de gestion de bases de données. Nous avons dit tantôt que les SIG travaillent avec des données géographiques et des données alphanumériques. Donc, nous aurons à avoir dans le SIG les données qui sont informatisées, les données qui sont automatisées, et ces données seront traitées avec des logiciels dont ces données sont géographiquement spatialisées. Voilà pourquoi on dit est un ensemble de données numériques localisées géographiquement sur la surface de la Terre. Mais ces données sont structurées à l'intérieur d'un système de traitement d'information, comprenant des modules fonctionnels permettant de créer et de modifier, d'interroger les données et de représenter cartographiquement ces données. Alors, tout ça, c'est relié dans un outil qu'on appelle les SGBD, donc les systèmes de gestion de base de données. Donc, ça, nous pourrons dire que les SIG fonctionnent selon les critères sémantiques et spatiaux. Mais il y a plusieurs fonctions dans les SIG. Il y a l'abstraction, il y a l'acquisition, il y a l'archivage, analyse et affichage de données à caractère spatial. Voilà, si vous voulez pousser un peu votre connaissance sur les SIG, hormis cette formation, sous cette vidéo ou dans ma description, pour ceux qui seront sur YouTube, je vais mettre des liens de téléchargement
pour aller télécharger plusieurs documents que vous voulez afin de pousser un peu des connaissances en avance. Voilà. Nous avons parlé des fonctionnalités des SIG. Les SIG fonctionnent en système d'information géographique. Les SIG fonctionnent pour réaliser des descriptions du territoire qui permet d'obtenir des informations nécessaires pour répondre à une problématique donnée. Ils contiennent cette information. L'information que les SIG réalisent, ces informations-là contiennent des représentations d'éléments. Ce sont des représentations d'éléments. Par exemple, les entités. Si nous voulons représenter une entité géographique, ce sont des représentations des éléments que nous voulons présenter. Cette représentation cherche à reproduire le plus fidèlement possible la réalité sur terrain. Par exemple, si nous voulons représenter une rivière quelconque, nous devons nécessairement les représenter, nous allons les représenter sous forme linéaire. Et cette représentation va nous permettre d'assimiler un peu la réalité par rapport à ce que nous constatons dans notre SIG, dans notre système d'information. Alors, le monde réel est ainsi modélisé en fonction des besoins. Oui, certainement. Parce que, voilà, si nous voulons faire, par exemple, des affectations territoriales, nous devons modéliser un territoire par rapport à nos besoins. Par exemple, nous voulons affecter, par exemple, les zones agricoles. Nous devons nous dire que non, cette partie est réservée, est affectée pour des activités agricoles, par exemple. Cette partie est affectée pour des activités quelconques, et cela nous permettra de faire des modélisations, de définir précisément le contenu du système. Il y a des interactions dans chaque système. Donc, il faut savoir que les systèmes d'information géographique utilisent des informations qui est obtenues sur la surface de la Terre. Et ces informations doivent répondre à des problématiques ou à des objectifs donnés. Ils contiennent ces informations dans leur système, les bases de données, qui sont représentées sous forme des éléments ou des phénomènes. Par exemple, nous voulons constater la conductivité, ou par exemple, nous voulons constater le teneur en éléments chimiques quelconques. Dans l'eau, par exemple. Alors, ce sont des phénomènes existants et que nous voulons faire des modélisations par rapport à ces phénomènes. Nous voulons, par exemple, représenter des hôpitaux dans une ville donnée. Alors, il y a des formes que nous allons attribuer à ces hôpitaux pour modéliser cela. Nous voulons, par exemple, représenter un réseau de transport dans une ville donnée. Il y a des formes que nous allons nous référer afin de les représenter. Voilà. Cette représentation, tout simplement, cherche seulement à reproduire la réalité sur terrain. Parce que dans le monde réel, il faut modéliser cela. Donc, ce qui est dans le monde réel, nous le mettons dans un système de formation sous forme de données géographiques et sous forme de données alphanumériques. Voilà. C'est, en grosso modo, c'est ça. Voilà. Les composants des SIG. Les SIG ne travaillent pas seulement avec des données géographiques, parce que c'est parmi les composantes les plus importantes, mais il faut avoir des données, il faut avoir des logiciels, il faut avoir des matériels, il faut avoir des personnes, des personnels qui vont exécuter des commandes, et il faut avoir un système, donc ça doit être un système dont il y a des interactions. Donc, le SIG a besoin des données, on ne peut pas travailler sans les données géographiques. Le SIG a besoin des périphéries, des ordinateurs, des périphéries de sortie, des périphéries d'entrée. Le SIG a besoin des software. On ne peut pas travailler sans les logiciels. Le SIG a besoin des personnels qui vont commander cela. Donc, c'est ça, c'est un système bien ordonné. Voilà, l'information géographique. L'information géographique peut être définie comme une information relative à un objet ou à un phénomène du monde terrestre, décrit plus ou moins complètement par sa forme et son positionnement sur la surface terrestre. Nous l'avons dit tantôt,
nous représentons les informations géographiques sous des formes. Et ici, nous pouvons encore éclairer cela. Ces formes, c'est par rapport aux formes, c'est par rapport au positionnement sur la surface de la Terre que nous représentons nos données. Et non seulement par rapport à leur forme, par rapport aux données de forme, par rapport aux données de positionnement, on peut aussi représenter par rapport à sa nature, par rapport à son aspect, par rapport à ses caractéristiques diverses, donc les attributs. Nous avons dit que dans le cycle, nous allons travailler sur des données géographiques. Là, nous voyons la forme et le positionnement sur la surface de la Terre. Et nous allons travailler aussi sur des données alphanumériques. Là, nous allons voir les natures des données, les aspects des données et les caractéristiques diverses des données. Alors, prenons un exemple. Nous avons par exemple la rivière. Notre donnée, c'est la rivière. La rivière est une donnée qui est représentée sous une forme linéaire. Et ça se positionne dans la surface de la Terre. Donc, nous avons là une géométrie, une forme géométrique. Et puis, nous avons une donnée qui est représentée par rapport au graphique, par rapport au positionnement sur la surface de la Terre. Donc, nous voyons directement qu'il y a des coordonnées géographiques qui accompagnent ces données. Une donnée linéaire, c'est une multitude de points qui se succèdent. Alors, ces points-là qui se succèdent forment une linéaire. Donc, chaque point a une coordonnée géographique qui est x, y. Voilà pourquoi on dit son positionnement sur la surface de la Terre. Et puis, dans une rivière, il y a des caractéristiques propres à lui. Voilà pourquoi on va parler souvent dans les tables attributaires des métadata. Donc là, ce sont des données maintenant, des données alphanumériques. Ce sont des données, si des données, des métadata, des données, si de données. Nous avons notre donnée qui est la rivière, avec une forme linéaire et qui se positionne sur une surface terrestre donnée. Mais il y a des caractéristiques, par exemple, cette rivière-là, nous pouvons les caractériser par son écoulement. Nous pouvons les caractériser par son longueur, par sa largeur. Nous pouvons les caractériser aussi par sa conductivité électrique, par exemple. Alors, toutes ces données sont des métadonnées qui se trouvent dans cette donnée. Voilà pourquoi nous parlons des données géographiques et nous parlons des données alphanumériques. Voilà. Nous avons le modèle de représentation de l'information spatiale. Les cycles utilisent des types de données. Parce que pour représenter ces données, qui sont alphanumériques, qui sont géographiques, ça se représente sous des formes. Et nous avons des types de données. Il y a des types de données spatiales, dont on distingue essentiellement deux types de représentation des données spatiales. Il y a le mode vecteur, qui est les données vectorielles. Et il y a le mode raster, qui est les données images ou les données raster. Ce sont les deux types de représentation des données spatiales. Parce que là, nous sommes dans la spatialité. Nous sommes ce sont des données géospatiales qui est fixée, qui est positionnée sur la surface de la Terre. Nous avons parlé des données géographiques par rapport à sa forme et à son positionnement. Et les données qui sont appropriées à sa forme et à son positionnement, c'est les données géospatiales. Donc nous avons deux types de modes de représentation des données. Mode vecteur et mode raster. Le mode vecteur, c'est les données vectorielles. Le mode raster, c'est les données images. Et les données vectorielles sont représentées sous des formes géométriques. Ça se représente sous des formes géométriques. C'est-à-dire que les données raster, ce sont les données matricielles. Là, il y a l'unité
des données raster, c'est le pixel. Les petits carrés, les matrices là, forment des données raster. Ces matrices, ces petits carrés là, sont encodés à des codes binaires. Il y a plusieurs codes binaires, plusieurs signaux qui déterminent ces données. Voilà pourquoi on parle de données images et de données raster. Nous allons voir plus loin le mode d'acquisition des données et on verra comment on peut avoir les données images, comment on peut avoir les données vectorielles. Voilà, nous allons parler maintenant des données vectorielles. C'est simple comme bonjour. Nous l'avons dit tantôt. Ce sont les données, tout simplement des données de formes. Des formes géométriques. Alors, il y a 3 formes de notre donnée vectorielle que nous allons utiliser tout au long de nos formations sur les signes. Il y a des formes points, il y a des formes lignes, il y a des formes polygones. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et les données vectorielles peuvent se représenter sous plusieurs exemples. Par exemple, si nous voulons représenter des villes ou des villages, nous pouvons utiliser, nécessairement ou pas nécessairement aussi, nous pouvons utiliser des formes de points. Parce que, en petite échelle, nous pouvons délimiter un village, par exemple, une ville. Mais à grande échelle, nous pouvons les représenter sous forme de points. Alors, il y a aussi des données, par exemple, la route ou des réseaux hydrographiques. Ce sont des données qui sont représentées sous forme de lignes. Ce sont des formes géométriques. Et nous avons aussi, par exemple, des stratifications, des données de stratification de l'occupation du sol, par exemple. L'occupation du sol, c'est là où nous allons beaucoup plus parler de ça dans nos formations, comment nous pouvons, quand nous allons commencer les manipulations. L'occupation du sol, nous voulons connaître comment est constituée ou comment est l'occupation du sol de cette zone donnée. Nous allons représenter par des stratifications que nous allons numériser et ces stratifications sont représentées sous forme de polygones. Voilà. Alors, hormis les données géographiques, nous avons aussi des données alphanumériques. Nous avons parlé des données géographiques qui est, par exemple, nous prenons par exemple les points, les lignes et les polygones. Et dans ces données géographiques, il y a encore des métadatas, des métadonnées qui se retrouvent là-bas. Et ces métadonnées-là, ce sont des données alphanumériques qui se présentent souvent sous forme de tables. C'est pour cela qu'on parlera des tables attributaires. On va parler toujours des tables attributaires, de données attributaires. Ce sont des données qui se trouvent dans une donnée. Voilà. Le lien dynamique entre les données attributaires et graphiques. Il peut se traduire de deux manières. À chaque fois que l'on pointe graphiquement sur l'objet d'une couche, un campement par exemple, une parcelle, on connaît les propriétés de l'objet pointé. On connaît donc les caractéristiques et les propriétés de l'objet directement. On peut savoir que ces données, ici par exemple un campement, c'est un campement qui est composé par exemple de 30 personnes. Et les 30 personnes là, c'est une donnée dans une autre donnée. Donc, la donnée c'est campement. Mais les 30 personnes qui se trouvent dans ces campements, ce sont des métadonnées. J'espère que vous comprenez cette nuance. Et à chaque fois que l'on pointe dans une table attributaire sur un objet, on sait immédiatement où se situe cet objet sur le plan graphique. Par exemple, nous avons notre table attributaire qui est là et que nous pointons une donnée, nous sélectionnons une donnée. Par exemple, il y a 10 campements que nous avons représentés géographiquement, nous avons représentés par des données graphiques et nous voulons maintenant nous les représentons sous forme de données graphiques, des données attributaires. Et dans les données attributaires, nous voulons par exemple connaître les 30 personnes là constituent quel campement. Donc ça constitue quel campement. C'est ça.
Les données vecteurs, ce sont les données, comme on a dit, les données des fichiers de forme. Voilà l'exemple explicite sur ça. Nous pouvons voir qu'ici, nous avons des données graphiques, nous avons ici les points, nous avons ici les polygones, et dans les polygones, nous avons encore d'autres données qui sont dans ces données polygones. Les données raster. Les données raster, ce sont les données que l'on obtient à partir des images satellitaires, à partir des photographies aériennes numériques, orthophotos, ou des modèles numériques des terrains. Donc, ce sont les données raster, les données images. Donc, c'est que les données que les satellites, les capteurs satellites nous fournissent, ce sont les données raster. Une image raster est une matrice ou grille, on avait dit tantôt, à des dimensions, où le pas des mailles qu'on appelle pixels, l'unité de ces mailles, c'est les pixels, représente la résolution spatiale. Voilà. Et ces grilles, ces petits carrés-là, c'est ça la résolution spatiale. C'est-à-dire quoi? Par exemple, avec les Sentinelles 2, nous avons par exemple, parce que c'est une image optique avec une résolution de 10 mètres de résolution. Alors, avec une résolution de 10 mètres, là, on dit que ces carrés-là, pour cette image, est de 10 mètres. Pourquoi de la résolution spatiale de 10 mètres? Parce que sur la surface de la Terre, tout objet qui est de 10 mètres, qui est de 10 mètres ou supérieur, sera visible sur cette image. Voilà pourquoi on parle de résolution spatiale. Par exemple, si vous avez une maison ou une zone de 10 mètres, cette zone-là seront représentées sur l'image. Nous pouvons les visualiser ces zones sur l'image. Parce que l'image a une résolution spatiale de 10 mètres. Exemple, 10 mètres de résolution pour les images spot panchromatiques. Les images spot panchromatiques de 10 mètres. Donc, c'est-à-dire que ça, tout objet de 10 mètres sur la surface de la Terre, nous pouvons le visualiser sur l'image. Tout simplement. Voilà pourquoi on représente ici une matrice, une grille de matrice avec des pixels. Donc ces pixels-là sont des pixels qui sont mesurés par rapport à la résolution spatiale. Les données raster. On a dit que les données raster sont encodées par des valeurs. Par exemple, nous avons des valeurs 1 qui représentent la forêt. Donc, partout où les pixels auront des valeurs 1, donc ces pixels-là représentent la forêt. Si par exemple nous avons des valeurs 3, partout où les pixels aura ces valeurs de 3, donc cela représente le sol nu. Tout simplement. Parce que nous avons dit que ces pixels sont encodés à des valeurs. Il y a des langages binaires dans ces pixels-là. Afin de mettre des signaux par rapport à la résolution, par rapport aux signatures spectrales d'une zone donnée. Données raster, exemple de données raster. Nous avons les images satellitales, nous avons les cartes scannées, les images scannées, nous avons les images photo aériennes, donc les orthophotos aériennes, et nous avons la classification qui se fait avec des rasters. Ce sont les données raster. Voilà, nous pouvons comparer les données raster et les données vecteurs. Les données raster, les avantages des données raster, il est plus facile de décrire les programmes pour traiter les données. On peut avoir des modèles assurant une meilleure compatibilité avec les données maillées, telles que images satellitaires numériques. Il y a une meilleure compatibilité avec certaines sorties de types de traceurs, jets d'encre ou terminaux graphiques. Donc, l'avantage des données vecteurs, beaucoup moins de mémoire requise, donc ça ne pèse pas beaucoup. Possibilité de représenter la carte dans sa résolution initiale.
Voilà. Et il y a une possibilité de représenter d'attributs multiples. Donc, nous pouvons représenter même des tables attributaires. Les fonctions spatiales d'analyse sont beaucoup plus complexes. C'est ça les problèmes, les inconvénients. Les fonctions spatiales d'analyse sont beaucoup plus complexes parce que ça demande des projections, ça demande des superpositions des couches. Donc, tout ça, c'est un peu complexe. C'est un donné des variables continues, exemple altitude d'image satellitale, ne peuvent être représentées sans traitement préalable. Donc, pour que nous puissions représenter des données ici, des images ou des données d'altitude, ça devra nécessairement passer par des traitements. Donc, on ne peut pas les représenter comme ça. Et il y a aussi des inconvénients sur les rasters. Les rasters requièrent beaucoup de mémoire pour des bases, des données contenant beaucoup d'attributs. Oui. Pour avoir des images satellitales, il faut avoir beaucoup plus de capacités dans le disque dur pour bien conserver et stocker tes données. Il y a une difficulté à représenter exactement les lignes, à moins que la taille de la cellule soit petite. Voilà, nous avons parlé de notion de résolution. Par exemple, s'il y a une route, tellement que la route est tellement petite, il faut que vous ayez des images à haute résolution, sinon vous aurez du mal à interpréter où se trouve la route, où commence la route. Donc, c'est ça, les difficultés. Ça nécessite de disposer un dispositif de conversion vecteur-raster pour intégrer des données vecteurs. Donc, pour que vous puissiez intégrer des données vecteurs, pour que vous puissiez intégrer des métadatas, il faut d'abord convertir ces données des rasters en vecteurs. Nous allons voir ça dans notre formation, tout au long de notre formation, comment nous pouvons convertir une donnée raster à une donnée vecteur. C'est facile, c'est très simple. La plupart des signes ont la capacité de transformer les données d'un format à un autre. Là, on vient de les dire. Donc, on peut transformer les données ici du raster. On peut les transformer, on peut les vectoriser. On parle de vectorisation, on parle de rasterisation. Donc, on peut vectoriser les données, on peut rasteriser les données. C'est ça. Alors, nous allons parler un peu des notions d'échelle. La notion d'échelle. L'échelle, tout simplement, c'est une représentation, donc c'est les rapports de la réalité sur le terrain sur la réalité sur la carte. Donc, l'échelle de description correspond à la précision d'une collection d'unités spatiales. Chaque unité est décrite par des attributs descriptifs. Est une localisation schématique correspondant à une précision géométrique en rapport avec les attributs descriptifs. Les mêmes phénomènes peuvent donc être décrits à différentes échelles. Les attributs ne sont pas le même. La schématisation de leur localisation non plus. Donc, il faut comprendre que la notion d'échelle, c'est une notion seulement, nous voulons seulement représenter ce qui est en réalité, nous voulons les représenter dans la carte. C'est ça la notion de l'échelle. Alors, on parle de l'échelle cartographique. Dans l'échelle cartographique, nous avons des petites échelles et nous avons des grandes échelles. Voilà, nous pouvons voir ces rapports. Distance sur la carte, sur distance sur le terrain, tout simplement. C'est un rapport entre la distance sur la carte et la distance sur le terrain, tout simplement. Si nous avons par exemple 2 cm sur la carte, par rapport aux unités, nous avons 1 km en réalité. Voilà les notions de l'échelle. Et nous pouvons les représenter par rapport au millième. L'exemple 2 cm de l'échelle, si 1 km est égal à 2 cm, si 100 000, qui est égal à 1 sur 50 000 en faisant des calculs, et nous avons l'échelle de 1,50 millième. Alors, petite échelle, grande échelle. Vous voyez, s'il y a une résolution, s'il y a une haute résolution, là nous parlons de grande échelle. S'il y a une petite résolution, nous parlons de petite échelle. Résolution spatiale. Voilà. Dans tout travail nécessite une organisation.
nous pouvons travailler dans le SIG sans organisation. Il faut toujours mettre une organisation sur tes données. Voilà pourquoi on parle de l'organisation des données, des bases de données. L'organisation des données ou l'organisation des bases de données. Base de données géographiques. Dans un SIG, les données raster ou vecteurs sont organisées au sein d'une même base de données, qui est définie par la zone d'étude qu'elle concerne. Nous avons par exemple des données ici des cadastres, réseaux routiers, hydrographie, habitants, végétation, sol. Ces données, pour les représenter dans un cycle, on va les superposer toutes ces couches afin de les représenter. Et l'ensemble de toutes ces données géospatiales vont constituer une base de données par rapport à une zone d'étude donnée. Par exemple, nous avons notre zone d'étude qui est par exemple la province de la Mongala. Dans la province de la Mongala, il y a des données des cadastres dans la province de Mongala qui est géolocalisé ou géoréférencé. Il y a des données des réseaux routiers, il y a des données des réseaux hydrographiques, il y a des données sur les habitations ou des données socio-économiques, il y a des données sur l'environnement forestier ou sur l'écosystème, il y a des données sur les sols, les données pédologiques. Et toutes ces données, si nous voulons faire une cartographie de la province de la Mongala et que cette cartographie soit détaillée, nous devons mettre toutes ces données-là. Alors, nous devons les superposer dans cette zone, la zone qui est la zone de Mongala, nous devons superposer toutes ces données-là. Et l'ensemble de ces données-là que nous allons constituer dans une zone d'études données, l'ensemble de données-là, nous pouvons le mettre sous forme d'une géodatabase. Afin que nous puissions l'organiser. Et l'ensemble de données, cadastre, réseau routier, hydrographique, cela forme de données spatiales et de données alphanumériques. Parce que dans le cadastre, il y a des données spatiales et des données alphanumériques. Dans les réseaux routiers, il y a des données spatiales et des données alphanumériques. Par exemple, si nous avons des routes, nous avons des données spatiales qui sont représentées par des lignes, qui sont des routes, qui sont positionnées dans la province de Mongala. Et dans des routes, nous avons des types de routes. Il y a des routes qui sont des routes administratives. Il y a des routes qui sont des routes d'exploitation forestière. Il y a des routes qu'on appelle souvent des pistes forestières. Alors, ces routes-là, ce sont tous ces détails-là ou toutes ces caractéristiques-là, ce sont des données alphanumériques qui se retrouvent dans la table attributaire. Voilà. C'est ça que nous voulons un peu détailler. La base de données contient donc un découpage thématique de la zone d'étude qui se traduit par un ensemble de couches superposées. Donc, ça doit être des couches superposables. Alors, toutes ces couches sont des données thématiques, sont des découpages thématiques. Nous avons des données sur cadastre, nous avons des données sur des routes, nous avons des données sur des rivières, nous avons des données sur des habitats, nous avons des données sur la végétation, nous avons des données sur les sols. Toutes ces données se superposent pour que nous puissions avoir une zone d'étude avec beaucoup de détails qui sont ici de plusieurs données. Et toutes ces données-là constituent la base des données. Voilà. Base de données géographiques. Voilà. Nous pouvons le voir ici, comment ça se superpose. Nous avons des données sur des habitats, nous avons l'élevage, nous avons la végétation, nous avons l'hydrographie, nous avons la route, topographie, et toutes ces données-là sont superposables afin de ressortir une base de données géographique. Les données concernant la zone d'étude et sa problématique doivent être structurées pour être compréhensibles par les logiciels de type SIG. Donc, pour que nous puissions comprendre, nous puissions interpréter une donnée, nous devons les superposer et que ces données-là doivent être compréhensibles. Donc, la constitution d'une base de données géographique passe donc par une phase d'analyse et une phase de construction des modèles conceptuels de données. Une phase d'analyse, pourquoi? Parce qu'elle constitue à définir le pourquoi,
du futur système d'information, c'est-à-dire sa finalité à quelle. Voilà pourquoi on se pose des questions par rapport à que doit-il répondre, à quelle mesure peut-il répondre. Il faut toujours se poser des questions pour la phase d'analyse. Donc, si nous voulons analyser des données, nous voulons analyser des données pourquoi. Pourquoi cette base de données et quelle problématique doit-il répondre? Est-ce qu'il s'agit de quelle thématique? À quelle mesure peut-il répondre? Comment nous pouvons répondre à ça? Alors, il y a une phase de construction du modèle conceptuel de données. Elle consiste à structurer les données du cycle en construisant un modèle appelé modèle conceptuel de données, MCD, traduisant la finalité du futur système. Donc, si nous avons ça, nous devons maintenant conceptualiser ces données. Base de données géographique. Exemple de modèle conceptuel de données. Par exemple, voilà. Nous avons notre donnée, le contenu de nos données, sur les campements par exemple. Dans les campements, nous avons des parcelles. Donc, les campements contiennent des parcelles et les parcelles appartiennent aux exploitants. Et ces parcelles-là, pourquoi ces parcelles-là se trouvent dans ces campements? Parce que ils étaient tout près des réseaux d'irrigation pour leur permettre de faire leurs activités. Donc là, nous voyons contient, appartient et dessert. Nous pouvons conceptualiser par rapport à cela. C'est une conception que nous faisons. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a un cycle. Il y a des relations, des interactions. Nous parlons toujours des interactions. Il y a des interactions entre le campement. Dans les campements, nous avons des parcelles. Et ces parcelles appartiennent aux personnes, des exploitants agricoles. Pourquoi ils ont érigé leurs parcelles là-bas? Parce que ils ont tenu compte des réseaux d'irrigation. Tout simplement. Alors, les campements, c'est quoi? C'est les noms, par exemple. Là, nous parlons maintenant des métadata, des métadonnées. Nous sommes maintenant dans alphanumérique. Dans les campements, nous avons les identifiants des campements. Chaque campement est un nom. Si nous avons par exemple 10 campements dans ces zones, c'est identifié. Et dans les campements, nous pouvons aussi les caractériser par rapport à des propriétés distinctes. Et dans les parcelles, nous avons les propriétaires, l'adresse des propriétaires, l'âge, la personne, le sexe. Ce sont des caractéristiques de chaque parcelle. Qui est le propriétaire? Et ces propriétaires, à quel âge? Donc nous pouvons partir maintenant directement dans l'exploitant. L'exploitant, quelqu'un a un nom, il a un nom, il y a des caractéristiques propres à un exploitant. Les réseaux d'irrigation, est-ce que c'est canalisé? Voilà, tout ça, ce sont des caractéristiques par rapport au réseau d'irrigation. Toutes ces interactions-là font que nous puissions conceptualiser une base de données. Alors, nous avons parlé que les données géographiques qui sont sur la surface de la Terre est représentée par des coordonnées X, Y. Voilà, maintenant nous allons parler de notion de système de projection. Nous ne pouvons pas représenter un point sur la surface de la Terre sans pour autant parler des coordonnées géographiques. Dans les systèmes de projection, ce sont les notions de géodésie. La Terre est sous forme sphérique. Alors, pour géolocaliser un point sur la surface de la Terre, il y a eu des calculs qui ont été faits afin que la Terre soit projetée. Donc, prenons un exemple. Nous avons notre orange qui est là, et nous voulons représenter un point sur la surface de l'orange, mais que ces points-là soient bien représentés dans une carte donnée. Cela nécessite quoi? Qu'on éclate. Il faut qu'on éclate l'orange. Comment on éclate l'orange? On va éclater l'orange par des quartiers. Des lignes. Des quartiers vont représenter des lignes. Voilà pourquoi on parle des méridiens
et des parallèles. Les méridiens, nous avons notre méridien d'origine qui est le méridien de Greenwich à 0 degré. 0 degré de méridien. Et latitude, nous avons notre latitude d'origine qui est l'équateur. Notre pays, la RDC, a la chance d'avoir la latitude 0 degré parce que la ligne équatoriale traverse notre pays. Donc nous avons dans ces pays, nous avons les deux hémisphères. Nous avons l'hémisphère nord, latitude, nous avons l'hémisphère sud, latitude. Et dans cette approche méridien, équateur, tous les points d'intersection, cela constitue un point sur la surface de la Terre. Le méridien, ce sont des longitudes, et l'équateur, ce sont des parallèles, ce sont des latitudes. Et il y a plusieurs parallèles, il y a plusieurs méridiens. Donc, l'intersection de ces deux droites forme le point. Et ce point est représenté par X, Y. Voilà pourquoi on parle de la localisation de cette géométrie est exprimée soit dans l'espace géographique non projeté, latitude, longitude, soit dans un système de projection. Un système de projection, on veut tout simplement mettre la Terre sous forme plane. Donc, on doit le projeter en fait que cela sous forme plane. Je vous ai donné l'exemple de l'orange. Comment nous pouvons éclater l'orange en faisant des quartilles qui est constitué de plusieurs lignes. Et ces quartilles, et l'orange deviendra plat et on peut maintenant localiser un point, déterminer un point sur l'orange. Sous forme céphasique. Donc, les systèmes de projection, pourquoi en-a-t-on besoin de projections cartographiques? Pour se repérer. Sur la surface de la Terre, on doit se repérer. Pour permettre la comparaison précise de la forme, l'air, la distance ou la direction des objets sur une carte. Par exemple, nous sommes au niveau de la ville de Boma. C'est un point. Je suis là, dans la ville de Boma. C'est un repère que je suis là. C'est un point, XY. Alors, quelqu'un qui est à Boma et quelqu'un qui est à Kinshasa, il y a une différence. Donc, on peut faire la comparaison. Celui-ci se trouve à Kinshasa, celui-ci se trouve à Boma, parce que ces points ne sont pas représentés de la même façon. L'air, c'est-à-dire, nous avons par exemple 4 points, et dans les 4 points, nous pouvons représenter quelle est la surface de ces 4 points-là. Nous pouvons relier ces 4 points et représenter la surface de ces 4 points. La distance aussi. Quelqu'un qui est à Boma et quelqu'un qui est à Kinshasa, nous pouvons mesurer la distance. Et qu'est-ce qui nous a permis de connaître ces distances? C'est la projection. Pour pouvoir superposer les objets, nous allons voir plus loin comment nous pouvons superposer. Si les objets ou les couches n'ont pas la même projection, ça ne se superposera pas. Il faut projeter des couches à une même projection, afin que cela puisse se superposer, afin que vous puissiez avoir un modèle de construction de base de données. Nous avons vu comment nous pouvons superposer dans une zone d'études données, nous pouvons superposer plusieurs données afin de constituer un modèle, nous pouvons conceptualiser une base de données. La Terre a une forme géoïde. Donc, c'est une surface théorique la plus proche de la surface de la Terre. Un géoïde est une surface équipotentielle de pesanteur proche du niveau moyen des mers. La Terre a une surface ellipsoïde, surface mathématique la plus proche des géoïdes. Voilà. Système de projection. Si l'on veut représenter une portion de la surface de la Terre sur un plan, il faut établir une correspondance la plus fidèle possible entre le point de la ponction de l'ellipsoïde à représenter et C du plan. Voilà. Ça, vous voyez qu'il y a un bon exemple qui est là. Un bon exemple qui est là plutôt.
nous avons notre surface de la Terre qui est là. Nous voulons que notre surface de la Terre soit dans une forme plane. Nous voulons les représenter sous forme plane. Alors, cette représentation, nous devons faire des projections. Si vous voyez bien ici, nous avons notre surface de la Terre qui est là, et nous avons notre surface plane qui est là. Donc, on a tout simplement représenté cette surface sous forme sphérique, on l'a représenté sous forme plane. Alors, comment on doit représenter cette surface sous forme plane? On a passé par des projections. Les projections sont des calculs. Tout simplement, nous avons l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Donc, nous avons ici Y, nous avons ici X, et le point d'intersection entre les deux droites, c'est ça qu'on appelle les coordonnées géographiques. Alors, pour que notre surface terrestre se représente sous forme plane, il y a eu beaucoup de calculs, de projections qui s'étaient faits. Donc, la projection à la cartographie. Nous voulons quitter de la projection à la cartographie, tout simplement. Nous avons plusieurs types de projections. Nous avons la projection conforme. La projection conforme conserve localement les angles et les formes. Par contre, ce type de projection modifie les rapports des surfaces. Nous avons la projection équivalente. Conservation des rapports des surfaces. C'est utilisé beaucoup plus dans la cartographie, cette projection. Nous avons la projection aphylatique. Ne conserve ni l'angle, ni les surfaces. Les projections équidistantes sont classées dans cette catégorie. Si nous voulons représenter les équidistances, nous devons nécessairement utiliser la projection aphylactique. Mais si nous voulons représenter cartographiquement la surface de la Terre, nous devons utiliser la projection équivalente. Les systèmes de projection. Les projections, nous avons beaucoup de systèmes de projection. Nous avons la projection azimutale consiste à projeter une portion de l'ellipsoïde sur un plat tangente à la sphère. Donc, tout simplement, nous voulons représenter notre beau planète, notre sphère. Nous voulons le représenter sous forme plane. La projection cylindrique, la surface de référence à la forme d'un cylindre, tangente ou séquente à l'ellipsoïde. Voilà. Ça se voit ici, comment nous pouvons les représenter. Ici, la projection conique, c'est la projection qui est la plus utilisée. La projection, la surface projetée est un cône, tangente ou séquent à la sphère. Donc, ces trois types de projections, le but est de représenter tout simplement la surface terrestre sous forme plane. Système de projection. Les choix d'un système de projection doivent être effectués en fonction des besoins auxquels il doit répondre. Par exemple, si une carte doit permettre des comparaisons des surfaces, on optera pour une projection qui conserve les superficies, donc la projection équivalente. Si une carte doit servir à la navigation maritime ou aérienne, on choisira une projection qui conserve les angles, les directions, donc la projection conforme. Là, c'est utilisé beaucoup plus dans la navigation. Les pilotes, les capitaines des bateaux, tout ce que sais-je encore. Si une carte doit représenter les distances réelles entre différents sites, on choisira une projection qui respecte les rapports de distance, donc une projection équidistante. Donc, la projection qui est beaucoup plus utilisée chez nous, souvent dans notre domaine d'application de l'environnement, c'est la projection équivalente. C'est la projection qui est beaucoup plus utilisée. Parce que là, ça conserve les superficies. Et si nous voulons travailler sur des zones, donc nous voulons utiliser beaucoup plus la projection équivalente. Mais ces trois types de projections est très importante parce que ça permet d'avoir des précisions sur des données géographiques. La projection cylindrique de Mercator. La projection se fait sur un cylindre tangent à l'équateur. Vous voyez que nous avons notre sphéroïde qui est là
et nous voulons le représenter sous forme plane, comme ça. Alors, on l'a projeté sous forme d'un cylindre à partir de l'équateur. On a éclaté ça, paf, directement, nous avons cette forme plane avec plusieurs quartiers, plusieurs lignes qui les séparent, donc plusieurs lignes qui les constituent, en fait que nous puissions avoir sous forme plane. C'est la projection cylindrique, et qui est aussi beaucoup plus représentée dans la cartographie, qui est beaucoup plus utilisée aussi. Acquisition et archivage de données. Il y a plusieurs modes d'acquisition des données. Pour les données raster, nous pouvons avoir des données avec des images satellitales, nous pouvons les télécharger, nous verrons plus loin comment nous pouvons télécharger, parce qu'il y a des données qui sont free, par exemple les données Landsat, c'est les données MNT, par exemple les données MNT, ce sont des données qu'on peut les trouver facilement, on peut les trouver sans payer gratuitement. Mais tandis que les données, par exemple les données orthophoto, les données photo aériennes, ce sont des données qui sont payantes parce que là, on utilise des drones, on utilise des avions pour faire des captures. Les données spot aussi, ce sont des données payantes, mais ce sont des données qui ont une grande résolution. Par exemple, pour des spots achromatique, nous avons une résolution de 10 mètres, de résolution spatiale. Pour, nous pouvons avoir aussi pour des données Landsat, nous avons des données qui ont une résolution de 30 mètres de résolution spatiale. Donc, des données Landsat, ces données Landsat, par exemple, nous avons des données Landsat ici, nous pouvons avoir ces données gratuitement sur des plateformes de téléchargement des images. Et ces données ici, comme j'avais dit tantôt, ont une résolution de 30 mètres. Cela peut nous permettre de faire des analyses sur des grandes zones. Parce que ça peut couvrir une grande zone. Par exemple, en foresterie, nous pouvons avoir des concessions forestières, par exemple, qui ont une étendue de plus de 300 000 hectares. Alors, avec des images Landsat, nous pouvons faire des analyses. Voilà. Nous pouvons aussi avoir des données. Nous pouvons avoir des données sous forme de GPS, des appareils GPS sur terrain. Là, c'est l'acquisition des données vecteurs. Alors, on part sur terrain, on prend les données avec des GPS. Nous pouvons avoir des données avec des moulinets, avec plusieurs types de matériel que vous voyez ici. Il y a aussi des topographes qui utilisent beaucoup plus ces matériels qui les noms m'échappent. On peut aussi avoir ça. Des clisimètres, on peut aussi avoir des données par rapport à ça. Voilà, nous avons parlé des données SIG, des données qu'on peut télécharger, ESA, UGB par exemple, des cartes, on peut télécharger des cartes qui ont été déjà faites, on peut télécharger, ou on peut avoir aussi des cartes qui ont été déjà faites, et puis on peut les scanner, avoir les données. Ce sont des modes d'acquisition des données toujours. Voilà. Et toutes ces données, SIG, doit servir à être stocké. Donc, les SIG sert à stocker les données et à les mettre à la disposition des utilisateurs du système. Donc, ces données doivent être stockées et nous verrons plus loin comment nous pouvons constituer une base de données, comment nous pouvons archiver et comment nous pouvons publier ces données. Il y a beaucoup de façons de publier les données, mais il faut savoir que les SIG sert à stocker les données. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup plus les web mapping, nous utilisons plus les SIG en ligne, online. Il y a possibilité dans les clouds de protéger, de stocker les données dans des clouds. Il y a possibilité aussi de stocker les données dans des serveurs. Donc, tout ça, ce sont les modes d'archivage des données. L'objectif de l'archivage des données SIG, c'est de centraliser les données de manière normée, de relier ces données les uns aux autres pour permettre leur diffusion. L'intérêt, c'est d'assurer la cohérence et l'intégrité des données, de les partager et de simplifier leur mise à jour, tout simplement. Analyse et traitement des données. Parce que les données géographiques, dès que nous avons ces données,
il faut que nous puissions les traiter et les analyser pour que nous puissions les représenter. Alors, il y a une description des mondes réels par la géographie implique une modélisation du réel à unité spatiale. Donc, nous avons parlé que nous avons des données qui sont là. Nous avons des données, par exemple, des données de type ville. Alors, nous voulons représenter ces villes, nous voulons modéliser ces villes, et ces villes contiennent des données sur les habitats, des données sur les cadastres, des données sur les routes. Donc, tous ces données-là, nous pouvons modéliser cela, nous pouvons décrire spatialement ces données-là pour schématiser, agréger des phénomènes. Voilà. La géométrie, par exemple, les informations localisées sont connues pour des objets spatiaux dont la géométrie est schématisée par des points, par exemple, des lignes ou des zones. Nous avons parlé longuement des données des vecteurs, des données vectorielles. Les données vectorielles sont représentées sous forme des formes géométriques. Alors, pour représenter ces données géographiques, nous avons besoin de les schématiser sous forme géométrique par des points, par des lignes ou par des zones. Voilà. C'est pour cela qu'on dit, dans ces derniers cas, elle peut être régulière donc, ou irrégulière. Donc, ce sont des polygones irréguliers ou des polygones irrégulières. Ce sont des lignes droites ou des lignes zigzaguées. Ce sont des points ou des ovales, qui sais-je encore. Avant de passer, j'aimerais dire quelque chose ici par rapport. Là, on dit découpage administratif, carte avec échelle et description implicite. Nous avons parlé ici que nous pouvons représenter par exemple une ville par un point. Mais cela dépend de l'échelle de description. Si nous sommes dans une grande échelle, nous ne pouvons pas représenter une ville par un point. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Donc une ville sera représentée maintenant, dans ces cas, par un polygone. Mais si nous sommes dans une carte à petite échelle, là maintenant, nous pouvons représenter une ville par un point. C'est ça seulement que nous voulons un peu parler par rapport à l'échelle d'une carte. À partir d'une schématisation de la réalité, l'analyse spatiale en géographie a pour objectif de dégager des structures, des caractères, des invariants, des lois de comportement en mettant en évidence des distributions particulières de valeurs pour un sous-ensemble d'objets particuliers, des distributions de lieux ou de structures spatiales et que sais-je encore. Les composants de l'analyse spatiale, nous avons les analyses statistiques. Dans le SIG, nous allons utiliser des statistiques, dans des distributions spatiales, nous allons utiliser des interactions spatiales, nous allons utiliser des modèles de localisation et des implantations, nous allons même utiliser des corrélations spatiales. Dans des régressions avec des données quantitatives, nous allons utiliser cela. Croisement des couches en mode vecteur, par exemple. Nous avons un district. Et dans ce district, nous avons le périmètre irrigué. Donc, nous devons mettre ces districts et les périmètres irrigués ensemble. Nous pouvons les croiser. Donc, le périmètre irrigué par des districts. Vous voyez que les deux données constituent maintenant une seule donnée, qui est maintenant le périmètre irrigué par district. C'est pour ça qu'on a parlé de notion des superpositions des couches. En mode raster, par exemple, nous avons dit que les grilles sont codées à des valeurs. Et par exemple, si nous avons des valeurs dans des grilles, par exemple 0 et 3, et nous avons dans cette grille, nous avons 4 et 2, nous pouvons croiser ces deux couches, des rasters, et en ressortir des valeurs qui ont des valeurs qui sont additionnées. Nous pouvons les garder. Nous avons les données pluviométriques de janvier 2014 et les données pluviométriques de février 2014. Nous pouvons avoir des données pluviométriques cumulées janvier-février 2014 pour faire seulement des analyses ou des traitements des données. Donc, des croisements des couches vecteurs, par exemple,
Nous avons parlé des superpositions. Nous pouvons croiser cela et nous aurons un rendu. Par exemple, nous avons des zones sans conflit, des zones à conflit agricole, des zones à conflit de pêche, des zones à fort conflit. Donc, tous ces données-là se trouvent dans l'occupation du sol, dans les territoires agro-pastoraux, dans les territoires agro-pisciculture. Donc, nous, tous ces données-là, tous ces données-là seront superposés afin que nous puissions avoir un rendu de ces données qui est cumulé. C'est pour ça qu'on parle de croisement de données. Là, c'est l'exemple. Le géotraitement. Analyse des risques naturels. Par exemple, nous avons l'élévation, le sol, la végétation, la précipitation. Dans l'élévation, nous avons des pentes. Et tous ces potentiels doivent nous décrire l'érosion. Donc, ce sont des risques, des géotraitements, par exemple, des risques, tout simplement. Pour prévenir les risques, par exemple, des érosions, nous avons besoin de données d'élévation, nous avons besoin de données des sols, nous avons besoin de données de végétation, nous avons besoin de données de précipitation. Les géotraitements exemples, relation entre les types du sol et des productivités agricoles, par exemple. Ce sont des exemples qu'on doit parler, par exemple, si nous voulons faire des analyses sur les relations entre les types de sols et la productivité agricole, dont nous avons besoin des données sur le type de sol. Nous avons les données sur la production des récoltes. Alors, si nous croisons ces deux données-là, nous pouvons avoir le résultat sur les relations sur la productivité agricole dans les sols. Voilà, affichage et restitution. Lorsqu'on analyse, lorsqu'on traite des données, à la fin, nous avons besoin des rendus. Les rendus, c'est les résultats de notre analyse, c'est les résultats de notre traitement des données. Après traitement des données, les systèmes de formation sont utilisés pour restituer les données sous différentes formes, soit sous forme cartographique, des cartes, sous forme des graphiques, sous forme des tables statistiques, ou tout autre fichier informatique exportable vers d'autres applications, tout simplement. Donc, nous aurons à faire des mises à jour, des mises à page plutôt. Nous aurons à faire des tableaux, exporter la table attributaire. Nous aurons à faire des graphiques, des statistiques. On a parlé des analyses statistiques ou tout autre fichier informatique, par exemple. Oui. Par exemple, là, nous avons l'exemple de l'affichage et de la restitution. Là, l'affichage, c'est cartographique. Voilà. Ça, c'est une affichage, c'est une restitution, c'est une affichage par rapport à une carte thématique. Donc là, c'est une carte de l'occupation du sol. N'est-ce pas? Nous voyons que c'est une carte d'occupation du sol par rapport, voilà. Voilà. Ça, c'est par rapport à des modèles numériques des terrains. Donc, il y a des représentations en 3D, des modèles numériques des terrains, nous voulons représenter. Si vous avez, par exemple, si vous faites, par exemple, votre mémoire d'études, ou par exemple, une mémoire doctorale, vous faites une publication, un article, que sais-je encore, que vous avez travaillé sur des données en 3 dimensions, des données modèles numériques des terrains, vous pouvez afficher vos données sous forme, par exemple, ça, et puis restituer cela, et puis interpréter cela, et afin que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que vous voulez parler de cet affichage. Alors, sous forme tableau, sous forme graphique, donc il y a plusieurs formes. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être nombreux à me suivre dans cette formation. Alors, nous aurons encore d'autres contenus parce que j'avais dit que ça, c'est encore le premier module. Là, on a parlé que des théories, des notions théoriques. Maintenant, comme nous avons dit, les SIG, il y a des manipulations dans les SIG. Donc, tout ce que nous avons parlé ici, toutes les théories que nous avons ici, nous allons encore les comprendre beaucoup plus dans la manipulation, parce que nous allons manipuler des données, nous allons manipuler des projections, nous allons créer des cartes thématiques, nous allons faire des statistiques, vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure. Alors, pour cela, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne. Allez sur YouTube, si vous n'avez pas les liens, allez sur YouTube, tapez ma bienvenue à Lunga et vous avez ma chaîne et appuyez seulement
Quand vous verrez cette icône, abonnez-vous, souscrivez-vous, vous pouvez cliquer là-bas, c'est un petit geste pour vous et c'est un grand geste pour moi. Donc, cela va m'aider encore de proposer encore beaucoup plus de contenu pour nos prochaines vidéos, pour nos prochaines formations. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit à la prochaine formation. Merci.